Dans le monde fascinant de la Rome antique, le mariage ne ressemblait en rien à ce que nous l'imaginons aujourd'hui. À cette époque, contracter un mariage n'était pas une affaire d'amour ou le désir de passer sa vie avec quelqu'un de spécial. Cela ressemblait plutôt à la conclusion d'un accord commercial ou à la création d'une puissante alliance entre familles. Fait surprenant, pour les maris romains, il était tout à fait normal, voire attendu, de tromper leurs épouses. Les liaisons ne se cachaient pas et n'étaient pas considérées comme honteuses, comme cela pourrait l'être aujourd'hui. En réalité, de nombreux hommes nouaient des relations occasionnelles avec des femmes connues sous le nom de courtisanes ou avaient même des maîtresses régulières en dehors du mariage. Mais ce n'est pas tout. Les hommes romains entretenaient souvent des relations romantiques ou sexuelles avec d'autres hommes, et cela était considéré comme une partie normale de la vie. Pour comprendre réellement comment les Romains percevaient l'amour et l'attirance, il faut renoncer aux conceptions modernes des relations et tenter de voir les choses de leur point de vue, où le mariage, le pouvoir et le plaisir étaient étroitement liés. Dans la Rome antique, les gens ne se donnaient pas d'étiquettes comme on le fait aujourd'hui, gay, hétéro ou bisexuel. Au lieu de cela, ils accordaient plus d'importance à savoir qui contrôlait la relation qu'à savoir qui y participait. Dans les relations typiques entre un homme et une femme, l'homme était considéré comme dominant, celui qui donne, et la femme comme celle qui reçoit. Cela concernait non seulement l'aspect intime, mais aussi la démonstration de pouvoir. Lorsque deux hommes étaient impliqués dans une relation, les choses devenaient plus complexes. L'un d'eux devait assumer le rôle de receveur, que les Romains considéraient comme plus féminin et soumis. Cette position portait souvent une stigmatisation sociale pour les hommes adultes, mais pas toujours, surtout si le partenaire plus jeune était encore adolescent. L'un des types connus de relations homosexuelles était ce qu'on appelait la pédérastie. Dans ce cadre, un homme adulte appelé éraste établissait un lien avec un adolescent connu sous le nom d'éromène. Mais il ne s'agissait pas uniquement de romantisme ou d'intimité. Ces relations incluaient souvent un mentorat, une guidance et une aide pour progresser sur l'échelle sociale. À cette époque, une grande différence d'âge était considérée comme normale. Ces relations ne provoquaient pas de choc, comme ce serait le cas aujourd'hui, surtout parmi les riches et les influents. Pour l'élite romaine, cela était considéré comme une partie normale du parcours d'un jeune homme vers l'âge adulte, lui offrant des liens importants et un accès au monde de la politique et de l'influence. Même parmi les hommes les plus puissants de Rome, empereurs, généraux et politiciens, il était tout à fait normal d'avoir à la fois des maîtresses et des amants. Ce qui est surprenant, c'est que ça n'était pas considéré comme une infidélité, et du moins pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui. À cette époque, il n'existait pas de méthode de contrôle des naissances, et l'accouchement était l'une des épreuves les plus dangereuses qu'une femme pouvait traverser. C'est pourquoi, lorsqu'un homme avait des relations hors mariage, en particulier avec d'autres hommes, cela pouvait parfois être vu comme un moyen d'éviter d'exposer son épouse à un risque, une sorte de forme ancienne de contraception, dans un sens à la fois étrange et pratique. Dans les relations homosexuelles, la personne détenant le plus de pouvoir, par exemple un empereur, était généralement censée occuper le rôle dominant et masculin. Cela démontrait sa force et son autorité. Mais la société romaine ne suivait pas toujours ses propres règles. Parfois, même les hommes les plus puissants ne correspondaient pas à ces attentes. Croyez-le ou non, Jules César, l'un des dirigeants les plus célèbres de l'histoire de Rome, aurait, selon les rumeurs, préféré être le partenaire plus soumis dans ses relations homosexuelles. Cela choqua de nombreuses personnes de l'époque et laissa les Romains perplexes et prompts au commérage, car cela ne correspondait pas à l'image d'un dirigeant fort et autoritaire. L'empereur Hadrien ne ressemblait pas à la majorité des souverains romains. Bien qu'il ait été marié à une femme, principalement pour des raisons politiques, il ne semblait pas éprouver envers elle un véritable intérêt romantique. En réalité, de nombreux historiens estiment qu'il n'y avait même pas de proximité physique entre eux. Cette idée repose sur le fait que tant Hadrien que son épouse avaient de nombreux amants, et qu'Hadrien accordait la plus grande attention aux hommes. Un jeune homme en particulier se distinguait
un bel et intelligent adolescent nommé Antinoüs. Adrien l'adorait, lui procura une excellente éducation et ils voyagèrent ensemble à travers tout l'Empire. Mais leur lien étroit se termina par une tragédie. Lors d'un séjour en Égypte, Antinoüs se noya mystérieusement dans le Nil. Accablé de chagrin, Adrien prit des mesures radicales pour honorer sa mémoire. Il fit construire une ville entière. Près de l'endroit où Antinoüs mourut, Adrien fonda une cité et lui donna son nom. Il ordonna même de momifier le corps d'Antinoüs et de le ramener à Rome. Adrien alla jusqu'à frapper des monnaies à l'effigie d'Antinoüs et à le déclarer Dieu, chose incroyablement rare. Le culte d'Antinoüs se répandit dans tout l'Empire. Cependant, Adrien ne fut pas le seul empereur à avoir des histoires d'amour inhabituelles. L'empereur Néron eut également des relations romantiques avec des hommes, mais son comportement choqua même les Romains. La plupart des empereurs choisissaient leurs amants parmi les esclaves du palais et les traitaient tout de même comme des serviteurs. Néron, lui, agissait tout autrement. Il organisait de véritables cérémonies de mariage. Dans un cas, il épousa un ancien esclave nommé Pythagore, et Néron joua le rôle de la mariée, portant voile et tout le reste, tandis que Pythagore était l'époux. Cela troubla l'opinion publique, car on attendait de l'empereur qu'il occupe le rôle masculin dominant. Plus tard, Néron épousa un autre jeune esclave nommé Sporus. Cette fois, pour plaire au peuple de Rome, il joua lui-même le rôle masculin, démontrant que même les empereurs devaient trouver un équilibre entre leurs désirs personnels et les attentes du public. Cependant, certaines actions de l'empereur Néron seraient profondément inquiétantes selon les normes actuelles. Dans un cas choquant, afin de s'assurer que la société le perçoive comme une figure masculine dominante dans sa relation avec le jeune Sporus, Néron ordonna de faire castrer le garçon, un acte cruel, accompli uniquement pour son image et pour le contrôle. Il existe d'autres exemples du comportement dur ou cruel de Néron envers ses amants, mais il est difficile de déterminer avec précision ce qui est vrai. L'accusation la plus choquante contre Néron est l'ancienne allégation d'inceste avec sa mère, Agrippine la Jeune. Cette accusation se retrouve principalement dans les écrits de l'historien Suétone, la vie des 12 Césars et, de manière plus modérée, dans les annales de Tacite. Les deux sources suggèrent qu'Agrippine elle-même aurait initié la relation afin de conserver son contrôle sur Néron après qu'il fût devenu empereur. Bien que l'accusation d'inceste soit devenue une partie tristement célèbre de la sombre légende de Néron, elle est presque unanimement considérée comme une invention malveillante par les historiens respectés. C'est un exemple frappant de la façon dont, dans la Rome antique, les ennemis politiques utilisaient des accusations sexuelles, le tabou le plus choquant pour détruire la réputation de leurs adversaires après leur mort. Mais si le comportement de Néron était extrême, un autre empereur, Tibère, laissa un souvenir encore plus sombre, notamment par la manière dont il traitait les jeunes gens autour de lui. Tibère est souvent décrit comme l'un des pires contrevenants lorsqu'il s'agit d'abus de pouvoir sur ses amants. Il montrait un intérêt particulier pour des garçons bien plus jeunes, et la façon dont il les traitait amena de nombreux historiens à penser qu'il fut l'un des empereurs les plus sexuellement corrompus de l'histoire de Rome. La majeure partie de ses agissements se déroulait à l'abri du regard public. Tibère passa de nombreuses années de la fin de sa vie dans des villas luxueuses situées sur les îles de la Méditerranée, en particulier sur l'île de Capri. Des garçons y étaient amenés, officiellement comme serviteurs, mais de nombreux témoignages indiquent qu'ils étaient également utilisés pour satisfaire ses désirs sexuels. Certaines histoires sur Tibère sont probablement exagérées. Les historiens romains ajoutaient souvent des détails choquants pour présenter leurs protagonistes sous le pire jour possible. Mais même si seulement une partie de ces récits est vraie, cela dresse un tableau inquiétant de la façon dont le pouvoir absolu pouvait être utilisé dans l'Empire romain. Merci à tous ceux qui ont mis un like et qui se sont abonnés à la chaîne. Qu'en pensez-vous? Écrivez dans les commentaires. Et à bientôt dans la prochaine vidéo.